Bienvenue à ESMOD Pantin pour la célébration des 180 ans de notre école. Aujourd'hui, nous allons faire une visite guidée de l'exposition que nous avons prévue pour célébrer ces 180 ans. 180 ans de documents, d'inventions, d'innovations que nous allons vous présenter en 6 ateliers qui correspondent aux 6 directeurs majeurs qui ont fait l'histoire de notre école. Nous voici dans le premier atelier, celui d'Alexis Lavigne, notre fondateur. Alexis Lavigne naît en 1812 et très jeune, il va vouloir devenir tailleur puis maître tailleur. Pour cela, il va faire le tour de France du compagnonnage qui dure 7 ans afin de s'installer en 1841 à Paris en tant que maître tailleur. Cette date est fondatrice pour l'école puisque c'est à partir de là qu'en tant que maître tailleur, il peut inviter dans son atelier des apprentis. Ce seront les premiers élèves de cette école Lavigne qui deviendra un jour ESMOD. C'est quelqu'un d'extrêmement prolixe, curieux, plein d'idées et il va mettre en place toutes les bases de ce qui est aujourd'hui le prêt-à-porter. Son premier ouvrage, c'est une méthode du tailleur qu'il édite en 1841, en même temps qu'il ouvre son atelier. Cette méthode sera rééditée en 1843, puis en 1847. À l'intérieur de cette méthode, il propose une première invention qui s'appelle le corsage mécanique. Le corsage mécanique, c'est un juste-au-corps sur lequel, dans chaque couture, il va installer des boutonnières et des galeries de boutons qui vont lui permettre de faire des essayages sur ses clients en gardant l'empreinte de la conformation des corps de ses clients. C'est extrêmement rusé dans la mesure où ça lui permet d'avoir une empreinte de ses corps. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas de photographie, donc on ne peut pas garder l'empreinte du corps. On n'a pas encore non plus vraiment de système métrique très probant pour garder les mesures de ses clients. Donc, lorsque le client s'en va, il garde les boutonnières et les boutons au bon endroit, il garde donc une trace de la façon dont son client se tient et il va gagner du temps pour tracer. Les tailleurs, à cette période, travaillent sur des tables drapières sur lesquelles ils étalent des tissus. Sur ces tissus, ils tracent à la craie, de façon assez empirique, ce que sera une casaque, un juste-au-corps ou même voire un pantalon. Évidemment, ils laissent beaucoup de tissu autour de façon à pouvoir faire ensuite des retouches, mais cela prend beaucoup de temps. Donc Alexis Lavigne, lui, ce qu'il veut, c'est être le plus opérationnel possible. Il va inventer le barème du coupeur, mais avant d'inventer ce barème du coupeur, il va faire des études de conformation. Donc il va essayer de mesurer tous ses clients de manière à obtenir des circonférences de taille, de poitrine, des tours d'encolure, etc. et de pouvoir commencer à concevoir un système de gradation de taille. Grâce à son barème du Cooper, il va pouvoir faire des tracés qui correspondent plus ou moins à la taille des clients qu'il a mesurés. Et il va gagner du temps sur la façon de tracer sur son tissu. En 1840, le système métrique devient obligatoire sous peine d'amende. Le système métrique existe depuis la Convention en 1795. Mais en France, on l'utilise très peu. On utilise la toise, l'aune, le pied, le pouce et bien d'autres mesures. Mais la toise de Lyon n'est pas équivalente à la toise de Paris, donc tout est très compliqué. En rendant le système métrique obligatoire, on va essayer que tous les corps de métier travaillent de la même façon. Pour cela, il faut que les gens sachent ce que représente un mètre. On va donc graver sur certains immeubles la valeur d'un mètre et la valeur des centimètres. À Paris, vous pouvez encore voir ce qu'on appelle le mètre étalon sur le ministère de la Justice, place Vendôme. Le problème de beaucoup de corporations, c'est que chacun va chercher avec un ruban ce que représente un mètre et dessine avec de la teinture les centimètres. Donc imaginez les tailleurs, les couturières en train de prendre les mesures sur leurs clients. Ils ne prennent pas les mesures nues, évidemment, ils les prennent sur la chemise, sur le corset, etc. Et avec la transpiration, les colorants marquant les centimètres se transfèrent sur les vêtements, ce qui pose un énorme problème. Donc Alexis Lavigne, lui, il va inventer une machine qu'il va déposer en 1847 et qui va permettre de stabiliser les rubans
pour pas qu'ils changent de dimension et aussi de les imperméabiliser de façon à ce que les mensurations ne se transfèrent pas sur les vêtements. Donc c'est son invention du centimètre souple qui va porter le nom de Lavigne pendant un siècle jusqu'en 1947, date à laquelle cela rentre dans le domaine public. Aujourd'hui, on trouve encore des centimètres souples Lavigne dans les boîtes à couture des grands-mères. Ou bien, lorsqu'on est un ancien élève d'ESMOD, puisqu'on a 1 centimètre Lavigne lorsqu'on rentre dans l'école. Alors évidemment, toutes ces recherches sur les conformations vont l'amener à penser qu'il faudrait faire des mannequins aux tailles de tous ses clients et bien sûr, pour cela, il va falloir faire ce qu'on appelle un buste mannequin. Les bustes, à l'époque, existent déjà en osier, mais ils servent de garde-robe pour positionner des robes volumineuses. Et on ne s'en sert pas dans les ateliers. Donc lui, il va faire un buste mannequin en papier mâché, recouvert de toile. Et donc ensuite, il va pouvoir remettre à peu près les dimensions de toutes ses clientes. Un peu plus de poitrine, un peu plus de hanches, etc. Et il va graduer ces bustes mannequins de façon à obtenir une taille 40, 42, 44, 46 comme aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait les mêmes conformations qu'aujourd'hui, mais c'est le même principe. Donc le buste mannequin que vous voyez ici est un buste en taille 46, breveté Lavigne, au 15 rue de Richelieu, ce qui fait que ce mannequin correspond à la date de domiciliation de l'école Lavigne en 1878. Le second mannequin que vous voyez ici est un petit peu postérieur puisqu'on voit à sa forme que c'est une taille de guêpe qui correspond plus au 1880. Alors Alexis va faire un franc succès avec ce buste mannequin grâce à un cadeau qu'il fera à l'impératrice Eugénie en lui faisant le buste mannequin à sa taille et en lui offrant dans un meuble marqueté façon boule. Pour le remercier, elle le convoque, il lui explique qu'il est maître tailleur, il peut faire du vêtement pour homme, mais également du vêtement pour le sport, pour la femme. Le sport au milieu du 19e siècle pour la femme, c'est l'équitation. Donc il va devenir le tailleur amazonier de l'impératrice Eugénie. Ici, on voit un tailleur d'Amazone à la française, tel que Alexis Lavigne en explique la coupe dans ses méthodes. Un tailleur amazonier, c'est un tailleur que l'on porte lorsque l'on monte à cheval en Amazone. Ça veut dire les deux jambes du même côté du cheval avec une jambe accrochée dans un arçon de selle. Ça veut dire que la jupe doit garder cette forme et on voit ici le passage de pince de façon à ce que le genou se loge correctement sur la selle. Il faut que la jupe, elle, tombe sur le cheval sans dévoiler les jambes de la cavalière. Alexis fait son renom, évidemment, en étant fournisseur officiel de la cour. Malheureusement, en 1870, il perd son usine de mannequins à cause d'un bombardement lors des conflits franco-prussiens. Il va continuer quand même à faire du mannequin en déposant un nouveau brevet, celui du pinceau récipient. Ce pinceau récipient, c'est le début du do-it-yourself. On a un pinceau avec un récipient, à l'intérieur du récipient de la stéarine. Cette stéarine est une substance de gomme qui sèche en 10 minutes. Et donc l'idée, c'est de s'enduire tout le corps avec cette stéarine. Au bout de 10 minutes, la stéarine est sèche, on coupe au milieu, on défait et on emmène chez son couturier ou son tailleur la forme de son corps pour avoir un vêtement tout à fait à ses mesures. À partir de 1877, il va travailler avec sa fille Alixis, qui se fera appeler professionnellement Alice. Tous les deux vont travailler sur une nouvelle méthode de coupe de mode féminine. Pendant sa carrière, Alexis est maître tailleur pour hommes. Mais très vite, il va fonder la première maison de tailleurs pour dames. Il a le droit de faire du vêtement de dessus et les vêtements d'Amazone pour femmes. Donc il va s'inspirer du vestiaire masculin pour créer des capes, des dolmans, des visites, des pièces qui viennent par-dessus celles que créent les couturières, qui sont les robes crinolines. Ici, nous avons une tournure à transformation qui date de 1878. C'est donc la mode de la fin de la vie d'Alexis. Ces tournures à transformation démontrent à quel point les femmes avaient des corsets serrés. Ici, on a 48 cm de tour de taille sur cette robe. Pourquoi on parle de tournure à transformation? C'est que souvent, elles avaient une jupe longue et quelquefois des traînes amovibles. C'est le cas de celle-ci,
ou bien quelquefois ce sont des vêtements à transformation parce que le haut tout d'un coup peut s'en aller et se transformer en vêtements du soir. Donc là on voit la transformation possible de la traîne. En dessous de cette traîne, on trouve un volant qu'on appelle la balayeuse et qui protégeait les tissus. Les jupons aussi protégeaient le vêtement du sol. Ces balayeuses sont évidemment très usagées, facilement échangées régulièrement. En 1885, Alexis est un homme comblé par les médailles, nombreuses médailles d'or, d'argent, qu'il reçoit dans les expositions universelles de Paris, de Londres, de Gand, de Bruges, de Saint-Pétersbourg. Il participe à toutes les expositions et partout il reçoit des médailles. C'est un homme de renom et son école a pris de l'essor. Il reçoit maintenant en 1885 une cinquantaine d'élèves par jour et c'est grâce à sa fille que cette école va perdurer et prendre encore plus d'essor, cette fois à l'international. Il faut dire que les méthodes d'Alexis Lavigne sont traduites dès 1841 en anglais et en allemand. Nous allons donc aller dans l'atelier d'Alice de façon à voir comment elle aborde l'enseignement de la mode.